Vous devez retenir, vous devez... Voilà. Manishtana, premier Manishtana. Le deuxième, il aurait été cocasse, parce qu'en enlevant mon pull, j'ai enlevé ma kippa. Donc heureusement, un copain m'a dit, fais gaffe, t'as pas de kippa, c'est un peu délicat, quoi. Quoi? Non, c'est des pompes. Bonjour. Voilà. Bon appétit. Il y a un cours la semaine prochaine ou pas? Jeudi prochain? Ouais, jeudi d'après, non, parce que c'est la veille de Pessah, mais... Il nous reste 2 séances, Rabotaille, pour le... Content celle-là. Ouais. Starting block, non, parce que la celle d'après, ça va être juste avant... Bien sûr, bien sûr. C'est 4 à mettre. Très bien, les amis. Alors, j'ai besoin juste... Enfin, bien quelque part, non. Non, c'est bon, non, c'est bon, on va faire comme ça. Hop. Les verres là. Non, mais c'est bon, là. Hop. J'ai besoin d'un outil pour... Tout va bien? On attaque. Rabotaille. J'ai plein de choses à vous dire, je vais voir ce que je pourrais dire en peu de temps. On va essayer de condenser les choses. Tout d'abord, on approche donc du 15 Nissan, donc qui est historiquement la date de la sortie du peuple juif, qui vont sortir de 210 ans de prison, d'esclavage. Et c'est assez incroyable puisque en fait, d'après la tradition, en 210 ans, il n'y a pas un juif qui a réussi à faire la belle. Pourtant, les juifs ils sont malins, ils sont cocasses parfois. Il n'y a pas un Marco Mouli qui a réussi à s'échapper en 210 ans. Ouais. Il paraît que de Alcatraz, on peut sortir au moins dans les films. Mais l'Égypte, 210 ans, personne, un pays entier, personne n'arrive à sortir. Donc c'est l'endroit la plus grosse prison qui puisse exister dans l'histoire. Et grâce à l'intervention divine évidemment et les petites actions des enfants d'Israël, on va réussir à s'extirper de ce moment-là. C'est la raison pour laquelle nous chaque année, on vient de façon marquée par notre seder, par nos matzot, par notre agada, se souvenir de ce qui s'est passé. Ce que je viens de dire à l'instant est totalement insensé au niveau thoraïque. Je vais présenter la fête de Pessah comme étant une commémoration de ce qui s'est passé il y a à peu près 3300 ans. Et ça, c'est une ineptie totale au niveau thoraïque. Je m'explique. Il y a un sujet qui peut tomber régulièrement, en tout cas on s'y prépare au moins en terminale, il y a quelques décades, qui est l'histoire a-t-elle un sens? L'histoire a-t-elle un sens? Et de mémoire donc de quelques décades, la prof de philo avait donné 3 types de réponses parmi les maîtres de la philosophie. La première réponse est de dire qu'effectivement on pourrait représenter l'histoire par une sorte de droite avec un vecteur au bout, pour exprimer le fait qu'il y a un sens dans l'histoire. On s'achemine vers quelque chose. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, tu l'appelles comme tu veux. T'es religieux, tu l'appelles la création du monde par Akadosh Baruch Hu. Tu y crois. T'es pas religieux, tu appelles ça à minimum le Big Bang. Un petit peu de scientifique quand même. Ouais. Donc en tout cas, il y a un point de départ. Un point d'arrivée, tu choisis ce que tu veux dans le point d'arrivée. Ça peut être, nous on va dire le Mashiach. Le monde s'achemine petit à petit vers la venue du Mashiach. Tu peux être un gros pessimiste et dire le monde s'achemine vers Apocalypse Now. Explosion nucléaire, vous avez vu, il paraît que d'ici une semaine, ils marchent même, les Iraniens, ils ont la bombe atomique. Apparemment, il y a un sous-marin nucléaire américain qui s'approche des côtes. Bref, tu te dis waouh, l'Apocalypse in the making, ouais. Très intéressant. On peut être un peu plus sociologue et se dire que le monde évolue vers ce qu'on appelle un partage du thésaurus. Thésaurus, c'est la masse des connaissances. Et c'est assez extraordinaire, depuis l'époque de l'Internet, on a accès à toutes les informations à l'instant T partout. À part les secrets défense et encore, on peut tout connaître à tout instant et c'est une démocratisation du savoir qui est incroyable. Ça, c'est le sens de l'histoire. Tu peux aussi regarder un sens très moral de l'histoire, c'est le fait que de plus en plus, le monde des non-juifs en tout cas, ont mis en place un souci de l'autre,
une volonté de prendre en charge la détresse de ceux qui n'ont pas. Qu'il s'agisse au niveau étatique du concept du welfare state, de l'État-providence, qui est censé amener de quoi vivre, de quoi se nourrir, de quoi se loger à tous les citoyens, qu'il s'agisse d'initiatives personnelles type Obamacare, qui voudrait donner à tous les Américains un minimum de sécurité sociale au niveau médical. Il n'a pas réussi, mais peu importe, en tout cas, il y a un souci. Qu'il s'agisse de personnalités comme Coluche, qui ont mis en place les restos du cœur en utilisant donc finalement tous ces leviers pour aider ceux qui n'ont pas, eh bien ça procède de quelque chose d'assez messianique, qui est qu'en fait de plus en plus le monde sort de son individualisme et veut mettre en place quelque chose pour les autres. Il y a des systèmes de passage entre les riches et les pauvres. Donc on pourrait dire voilà, c'est ça le sens de l'histoire. Bref, vous mettez ce que vous voulez au bout du vecteur. Deuxième thèse. Représenter l'histoire non pas par une flèche, mais par un cercle. Un cercle, ça veut dire que finalement l'histoire tourne en rond. Vous le voyez bien. Ouais. Il y a en permanence des conflits avec des guerres, puis ensuite des paix qui débouchent sur des traités de paix, qui sont mal digérés, c'est F, diktat de Versailles, qui vont engendrer des nouvelles guerres, et vas-y, ça reprend. Grâce à Dieu, donc Poutine nous a permis de réviser un petit peu l'histoire, puisque finalement on s'est retrouvé au Moyen-Âge grâce à lui. Alors certes, ok, c'est vrai, il n'y a pas d'arbalète, il n'y a pas de marmite avec de l'huile bouillante qu'on verse sur les ennemis. Château mais bon, fort. Ouais, il n'y a pas de château fort non plus, ouais. Il n'y a pas de château non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que finalement on a sophistiqué les armes, mais il n'y a pas une once d'évolution dans les forces en présence. C'est toujours le même problème. Il veut du Donbass, il veut les richesses de l'Ukraine, et il ne s'arrêtera pas là. C'est une tentation hégémonique. Et on a vu ça, mais ça fait des milliers d'années qu'on voit ça. Des milliers d'années. Donc l'histoire tourne en rond. C'est pas qu'au niveau politique, pas qu'au niveau militaire. Il y a des modèles économiques, et je parle sous le contrôle de professionnels qui sont sur ma droite là, qui veulent expliquer que l'économie évolue aussi de façon cyclique. On appelle ça les cycles de Juglar et Kondratiev, qui vont expliquer que finalement n'importe quelle économie a une phase de croissance, qui va durer pour certains 10 ans, pour d'autres 25 ans, puis ensuite une décroissance, et tu ne peux pas échapper à ça. Ouais, donc toutes les économies florissantes ont tôt ou tard leur moment de décrue, et comme ça d'ailleurs ces grands maîtres de l'économie vont expliquer la crise de 29, qui serait la convergence de deux moments de dépression, et qui étaient presque prévisibles. Donc il y a des modèles économiques, des modèles mathématiques économiques qui te permettent presque d'anticiper ce qui va se passer. Ouais. C'est qu'en fait l'histoire est prévisible, l'histoire tourne en rond. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est Hegel, et je m'arrêterai là, au niveau des philosophes. Donc Hegel, lui il va dire l'histoire en fait c'est une sorte de ressort qui a été étiré. Donc vous avez une avancée, puis après un petit recul, une avancée, un petit recul. Donc on s'achemine vers quelque chose, mais il y a régulièrement des mouvements de bégaiement de l'histoire. Voilà les trois thèses des maîtres de la philosophie. On s'arrête là, et maintenant on ouvre la page des mystiques, des maîtres de la Kabbalah. Les maîtres de la Kabbalah vont expliquer en fait que le monde, le temps, l'histoire évolue selon une figure géométrique qui n'est ni la droite, ni le cercle, ni le ressort étiré, mais selon une hélicoïde. Alors, je vais mettre plutôt comme ça, ce sera plus simple. Une hélicoïde, en fait, c'est un ressort parfait. Ouais, un ressort parfait. Et si vous voulez, vous avez à la base du ressort, une spirale, ouais. À la base, vous avez le premier cercle, qui représente la première année de la création du monde. Puis après, tu as un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Alors c'est intéressant, ça tourne en rond, certes, mais chaque année, je upgrade, je monte un niveau. Donc il y a à la fois l'idée de retour, et vous avez en même temps l'idée d'avancer. Donc on privilégie les deux idées. Mais ce qui est beaucoup plus pertinent que Hegel, et je rappelle que les maîtres de la mystique juive enseignent ça depuis à peu près l'an 100 après Jésus, ouais, donc on est un petit peu en avance par rapport à la pensée moderne. Alors eux expliquent comme ça la chose suivante. L'intérêt de cette figure géométrique, c'est que moi donc je suis en 5785. Ouais. Maintenant, donc je vais naviguer dans mon cercle, dans mon année,
Et donc bientôt la prochaine station de bus, ou de jet privé, appelez ça comme vous voulez, c'est le 15 Nissan. Lorsque je vais donc arriver le 15 Nissan, c'est intéressant, je suis sur la même longitude que le 15 Nissan initial. Et quel est l'intérêt d'être sur la même longitude? Qu'est-ce que ça veut dire, traduction? Ça veut dire que si Hachem a dû utiliser des énergies cosmiques pour créer l'événement, un peuple de 3 millions d'âmes, pas une personne intelligente, 3 millions de personnes qui vont sortir au vu et au sud de leur géolier, en plein jour, Be'etzem Hayom Hazeh, avec toutes les richesses d'Égypte. C'est pas qu'ils ont filé à l'anglaise. Vous connaissez la différence d'ailleurs entre filer à l'anglaise, filer à la juive et filer à la marocaine? Non. Et c'est pas raconter la blague, pourquoi vous rigolez déjà? On imagine. Filer à l'anglaise, c'est partir sans le dire. Filer à la juive, c'est le dire sans partir. Et filer à la marocaine, partir fâché. Bah, si une personne qui part maintenant, on saura qui il est. Ok. Donc, l'idée est la suivante. Il y a des énergies cosmiques qui sont présentes dans la date du 15 Nissan. Hachem a fait souffler un vent de liberté colossal. 15 Nissan. Me placer sur la même longitude, c'est me placer sur la même date qui renferme en elle aussi les mêmes énergies. Et donc, il y a un potentiel dans le 15 Nissan qui est de récupérer ces énergies en traduisant ces énergies en fonction de mon contexte. Le potentiel est là, la traduction de ce potentiel dépend de moi. Je m'explique. Il est vrai, donc, je reprends. Le 15 Nissan égale puissance de libération totale. On sort de l'Égypte. Ça, c'est il y a 3300 ans. Le 15 Nissan aujourd'hui, c'est aussi la même chose. Possibilité de quoi? De sortir d'Égypte, mais c'est pas pertinent de sortir d'Égypte. Parce que nous, on habite en France, primo. Secondo, on peut pas dire qu'on a une absence de liberté de culte. On peut même presque traiter le président de la République sans avoir de problème dans la vie. C'est-à-dire qu'on est libre de tout ici en France. Mais par contre, je peux traduire le terme Yetziat Mitzrayim, sorti de Mitzrayim. Mitzrayim en hébreu veut dire Égypte, mais vient de la racine Meitzar, qui veut dire l'étroitesse. Et donc, ma sortie d'Égypte peut être ma faculté à tout simplement m'affranchir de toutes les barrières, de toutes ces prisons qui m'entravent. Alors, je ne suis pas au niveau physique dans une prison Baruch Hashem, mais chacun trimballe avec lui un lot de zones d'aliénation. Par exemple, sortir d'une relation amoureuse crasseuse est une forme de prison sentimentale. Avoir des soucis de communication à l'intérieur de son couple, avec ses enfants, avec ses parents, relève aussi d'une sorte de prison psychologique. Passer sa vie à se saper en fonction du regard de l'autre et à choisir mes destinations de vacances en fonction du qu'en dira-t-on, s'appelle une prison sociale. Et on peut comme ça décliner, mais alors à l'infini, toutes les choses qui régulièrement m'entravent et qui constituent pour moi autant de boulets qui font en fait que je ne me sens pas fondamentalement libre. Donc l'enjeu est le suivant, c'est que toutes ces Égyptes intérieures, eh bien on a cette grâce d'Akadosh Baruch Hu, on a les leviers pour tout simplement s'extirper de ce contexte de prison. Ça, c'est l'enjeu. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début, on ne va pas venir commémorer un événement qui a 3300 ans. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça la perspective juive de l'appréhension du temps. Nous passons notre vie à essayer de comprendre qu'il y a dans une date précise un potentiel, une énergie qui, si je sais, j'analyse la fête, j'analyse les textes, je vais comprendre la Haggadah, alors vont créer chez moi cette fenêtre, cette lucarne, pour tout simplement trouver le chemin de ma libération. Ça, c'est l'enjeu essentiel de la fête d'Égypte. Et à part cela, vous allez comprendre un point extrêmement important. Si on devait trouver un équivalent de la fête
des Juifs, qui s'appelle l'accès à la libération, qui est la Yetzimitzarim, donc qui est le soir du Seder. Alors, quel serait l'événement pour les Français qui correspondrait à la sortie d'Égypte? 14 juillet. 14 juillet, tout le monde répond, le 1789, 14 juillet, prise de la Bastille, qui permet aux citoyens français d'être enfin des citoyens libres. Extraordinaire. Bon. Maintenant, je fais un tout petit comparatif. Moi, je vois que dans le calendrier juif, on parle de la sortie d'Égypte non-stop. Non-stop. Il n'y a pas que la Haggadah. Ouais, lorsque vous faites n'importe quel kiddush de Shabbat même, Zecher, en souvenir de la sortie d'Égypte. Lorsque ces messieurs mettent leur tef le matin, s'ils avaient le courage d'ouvrir leur boîte noire, ici et ici, ils verraient que on parle de la sortie d'Égypte. Lorsque vous placez des mezuzot dans vos maisons, achetées ou louées ou peu importe, vous ouvrez le parchemin, vous parlez de la sortie d'Égypte. Lorsque vous priez le matin, le soir, on parle de la Gaal Israël, Hachem a libéré les bénis Israël. La sortie d'Égypte est quelque chose qui est omniprésent dans la pratique religieuse, dans la pratique de la prière juive. Eh bien, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans le même ordre d'idée, de côtoyer un de vos amis du bourreau qui n'est pas juif, qui est de confession non juive, voire catholique, un bon français, et qui, le 13 juillet au soir, réunit toute sa famille avec un verre de schnapps, il ferme les yeux et il dit, en levant le verre de schnapps devant toute sa famille réunie, en souvenir de Danton et Robespierre. Robespierre pas trop. Ouais. Mais alors, c'est bizarre parce qu'il n'y a personne qui fait ça. Et c'est pourquoi? Parce que finalement, ça n'intéresse personne. Et heureusement que le jour est férié et qu'il y a un magnifique défilé sur les Champs-Élysées et qu'il y a des feux d'artifice de partout pour donner du poids à cette date. Parce qu'elle ne représente pas grand-chose. Parce qu'en fait, la commémoration est un acte qui a une date de péremption. Très rapidement, on l'oublie. D'ailleurs, le principe de l'oubli de l'événement historique est tellement fort qu'on se fait beaucoup de soucis actuellement par rapport à la mémoire de la Shoah. Puisque les derniers survivants sont en train, malheureusement, de partir un après l'autre. Alors, ils ont mis en place, dans un bunker en Israël, une clé USB de je ne sais pas combien de Tera qui renferme en elle tout sur la Shoah. Qu'au cas où, Chazé Shalom, il y ait des tentatives dans 100 ans, 200 ans, 300 ans de négation, on puisse avoir tous les documents parce qu'on n'aura plus de survivants. On aura les arrière-petits-enfants qui sont parfois la plupart des non-juifs, c'est-à-dire. Donc ils ont mis ça en place. C'est compliqué de garder le souvenir présent. Regardez un peu le peuple juif, c'est les 3300 ans qu'on passe notre vie à nous réunir autour d'une table. Et c'est certainement pas le goût inculqué de la matzah qui est tout simplement insipide, qui nous attire. C'est tout simplement parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer ici. Même les patients non religieux savent qu'il y a quelque chose qui se joue ici, qui dépasse de très loin la fidélité aux us et coutumes de la famille. Parce que si toutefois c'était parce que c'était sympathique, il aurait été beaucoup plus simple d'organiser des super réunions familiales à Purim, ouais, ou bien à Hanouka, qui sont beaucoup plus sympathiques que Pessah. Pourquoi il y a un tel attrait de Pessah? C'est lié, je pense, de façon inconsciente, à cette prise de conscience que nous ne sommes pas les gens qui commémoreront le temps, nous sommes des personnes qui vont revivre, dans notre contexte, les mêmes événements. La même faculté de pouvoir sortir, la même ségoula de la date. Et d'ailleurs, si on dit ça, alors maintenant c'est très très intéressant, toujours dans cette hélicoïde, dans cette spirale, je vous ai dit que nous on était là, ouais, 5785. Et l'événement historique il se trouve ici, ouais, en 15 Nissan 2448. Et c'est cet événement que tout le monde connaît, sorti d'Égypte. Maintenant, Raforman fait une remarque magnifique, il dit regardez, placez-vous exactement 401 ans avant la sortie d'Égypte. Elle intervient en 2448, 401 ans. Pour les génies de la salle, ça va faire en 4400. 2047. En 2047, pardon. En 2047. Donc, c'est pas grave, je suis pas génie en maths, c'est pas grave. Donc, en 2047, il y a un événement historique important qui concerne le premier des patriarches, Abraham. Il a exactement 99 ans, c'est très simple, il est né en 1948. Donc on peut retenir la date.
Donc lorsqu'on arrive en 2047, il a évidemment 99 ans. Et à 99 ans, il fait un truc incroyable qui s'appelle la Brit Mila. Il l'a fait à blanc, sans anesthésie générale, sans urgo, sans rien du tout, sans talc. Et le troisième jour, il ne veut pas baisser la garde, il est à l'entrée de sa tente, souffrant certes, mais il veut recevoir des invités. Et là, Hachem est clément vis-à-vis de lui, il dit bon, on va lui orchestrer un jour de RTT, on va lui permettre qu'il y ait pas d'invités. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait sortir un sirocco, un truc de fou. Un truc de fou. Il fait tellement chaud que personne ne va s'aventurer. Et malgré ça, Abraham, il est là, il attend, comme un imbécile, il attend. Hachem, au bout d'un moment, il craque, il dit le pauvre mesquin, donc je vais envoyer quand même des invités. Il lui dépêche 3 anges déguisés en arabe. Ouais. Qui débarquent. Ah tiens, extraordinaire, il est comme un fou, il arrive. Vas-y, Vessaadou Libérer, je vais prendre du pain, Vessaadou Libérer, vous allez vous rassasier, je vais prendre des langues de veau. Il leur fait, mamache, un truc à la marocaine. On peut les réhabiliter. Un festin, un truc. Donc ça, je rattrape, je suis obligé, non, parce que j'ai quand même peur de me priver de la moitié du ciel. Alors, il arrive et un des anges lui dit Shavashuv Ka'et Raya ou Saraben. Je reviendrai Ka'et Raya, comme ce moment vivant, ou Saraben. Je reviendrai l'année prochaine, au même moment, même jour, même heure, même date. Et il lui a montré, dit Rashi, avec la projection du soleil. Vous savez, comment s'appelaient les trucs pour savoir l'heure? Enfin, les cadrans, ouais. Il a eu, avec le jeu des ombres, il a dit voilà, tu vois, lorsque le soleil, dans un an, il arrivera à ce niveau-là, à ce moment-là, je reviens. Waouh! Et il traque effectivement un an après, pile, il naît. On est le 14 Nissan. 14 Nissan. Et faites attention, il y a une précision au niveau culinaire. Il a mangé de la viande, il a mangé aussi du pain. Ah oui, le 14 Nissan, on mange encore du pain. Ouais. D'ailleurs, ce 14 Nissan, on pourra aussi manger de la pita. Ceux qui veulent faire le tôt, avant l'heure de l'interdit du Hametz. Mais Shabbat, on pourra manger la pita. Ouais. Faites attention de ne pas mélanger avec tout le Shabbat, il est caché à l'épessard. Sauf la pita qu'on prend dans un coin pour ne pas trop... voilà. Et maintenant, les anges finissent avec Abraham et montent de Beersheba vers En-Gedi, Sodome et Gomorre, pour aller sauver Lot de la destruction imminente de Sodome et Gomorre, les 5 villes de l'époque. Ils arrivent là-bas, au crépuscule, la nuit. Lot les reçoit de façon héroïque. Pourquoi? Parce que finalement, il vivait dans une ville qui était une ville faite que de milliardaires et qui avait mis comme loi qu'on ne peut pas faire de tzedaka. Si tu autorises la tzedaka, tous les gens pauvres, comme dirait l'autre, les sans-dents, vont débarquer. Et comme on n'a pas envie de se prendre la tête avec les racailles, on veut rester entre nous milliardaires, donc on ne veut pas de gens riches, de gens pauvres, pardon. On veut rester riches tranquillement. Malheureusement, le matin même, la fille de Lot a été attrapée en flagrant délit de tzedaka. Ils l'ont chopée, ils l'ont enduite de miel, et ils l'ont livrée aux abeilles. Elle en est morte, la pauvre. C'est le matin même. Le soir, Lot voit des Arabes et il décide de les recevoir au péril de sa vie parce qu'il a appris que l'hospitalité c'est essentiel. Il les reçoit et nous précise le texte, en tout cas assez incroyable, qu'il leur a donné à manger. Donc on précise, il leur a fait un mishté qui veut dire un festin, mais qui rappelle étrangement une notion qu'on a connue il n'y a pas très longtemps. Mishté de Purim. C'est bizarre, ça a l'air un peu anachronique. Et le summum de l'anachronisme, pardon, c'est qu'il va leur servir des matzot. Il leur donne des matzot à manger, et comme par hasard, on est le 15 Nissan. Sauf que c'est une big anachronie, puisqu'on est 401 ans avant l'événement historique, parce que nous, on a toujours appris au Talmud Torah que les matzot, on les mange pourquoi? Parce que le pain n'a pas pu lever, on voulait sortir, on voulait faire du pain, et on n'a pas eu le temps, donc la pâte n'a pas monté, on est parti, on a trimballé comme ça, c'est matzot. Donc pour nous, la matzah, c'est lié au 15 Nissan 2448. Et il y a 401 ans avant ça, il y a un personnage d'autre qui n'est pas un grand personnage, qui mangeait déjà des matzot le 15 Nissan. Au nom de quoi? Maintenant, autre point important, fait remarquer à Forman, les espions, les choses se disent rapidement dans cette ville. Et il y a donc la ville qui va venir taper à la porte de Lot en disant oula, on a appris que tu recevais des gens. Bref, ils se sont fait vendre, je sais pas ce qu'ils faisaient, le soir même. Et dit le texte Mina'ar ve'adzaken, du jeune au zaken au vieux.
ils arrivent, ils tapent à la porte pour lui dire il paraît que tu as reçu des invités, sors-les-nous qu'on fasse connaissance. Il explique Rashi, faire connaissance dans le langage biblique, on va dire faire connaissance, genre montre-moi ton CV. Ouais. C'est une connaissance charnelle. On dit Mina'ar ve'adzaken, du plus jeune au plus vieux. Donc c'était pas une bande d'ados déjantés qui veulent avoir une expérience homosexuelle, c'est de façon étatique, sociétale, tout le monde veut abuser des invités. Ce qui se passe dans le texte. Maintenant, lui dit, mais ça se fait pas de réserver ça à mes invités, je peux pas vous laisser faire ça. Il dit, ah ouais, tu veux pas? On va te prendre, on va te massacrer la figure, on va te défoncer ta porte. Bref, ça commence à être un moment chaud. Là, normalement, dans une série, vous avez les publicités qui arrivent. Et comme c'est pas une série, alors, donc, à ce moment-là, les anges vont intervenir. Donc, ils étaient arabes, ils enlèvent leur déguisement, et ils vont intervenir au seuil de la porte. Ils vont frapper de cécité toute la bande, enfin, le groupe de gens qui sont venus, des jeunes aux plus vieux, tous frappés de cécité. Ça, c'est le sort qui leur est réservé. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. On est un 15 Nissan. On est devant le seuil d'une porte. On a un Lot qui a eu un acte extraordinaire, héroïque, malgré ce qui se passe dans la ville, les interdits. Il a bravé les interdits, il a fait un acte totalement anti-système. Il se pose en tant que personne anti-système. Maintenant, ces ingrédients-là, on a de la matzah, on a un homme anti-système, on a un seuil de porte, nous rappelle étrangement ce qui va se passer 401 ans après. Puisque sur le seuil de la porte, on va badigeonner du sang, qui est aussi un acte anti-système. Ça veut dire, vous les Égyptiens, votre idole s'appelle l'agneau, le talé. Eh bien nous, on l'a pris ce talé depuis quelques jours, on l'a mis au pied de notre pied, de notre lit, et on l'a égorgé, on a pris le sang, et on ne s'est pas camouflé, on a mis en place un système de genre gilet jaune, quoi. C'est gilet rouge si vous voulez. Ouais, on assume l'antisystème. Ça se passe au seuil de la porte. D'ailleurs, il y a plein de choses par rapport au Korban Pessah qui est fondamental. C'est que ce Korban Pessah, qu'on a fait, il y a plusieurs prescriptions au niveau de la cuisson. Tu peux pas justement le cuire, il faut le faire rôtir. Pourquoi rôtir? Parce que quand tu fais rôtir, ça sent aïe aïe aïe. Et comme ça sent aïe aïe aïe, c'est pour exciter les Égyptiens. Le faire bouillir aurait été beaucoup moins visible. Mais là, la Torah te demande non, tu dois te sali esh. Tu dois impérativement le faire rôtir. Et c'est pas tout. Tu n'as pas le droit, par exemple, une fois que tu l'as mangé, de prendre les os et de faire disparaître l'épreuve. Tu n'as pas le briser l'os. Pourquoi pas briser l'os? Non, parce que tu dois laisser les os intégrales. De façon à ce que si la Gestapo débarque, tu dis pas non, mais moi j'ai rien mangé, moi je suis végétarien. Non, non, non. C'est quoi ces os là? Complet. Parce que ça aurait été intelligent, tu casses l'os, il n'y a plus de creuse. Non, non. Ça veut dire que tu devais t'affirmer jusqu'au bout. Pas un acte comme ça, ouais, je mets un pins, ouais, ou un gilet jaune. Non, beaucoup plus que ça. Maintenant, acte anti-système, les matzot vont arriver, et on est juste avant la Makat Bechorot. On vient de quitter quel type de plaie? Le rocher, l'obscurité. Tiens, obscurité juste avant l'acte anti-système, qui rappelle étrangement la punition des anges qui frappent de cécité. Donc en fait, vous comprenez en fait qu'on a ici une histoire qui est imbriquée comme des poupées russes. Et qui est portée par un personnage qui n'est pas du tout un grand sadique, mais qui a décidé de vivre à son époque et de déclencher le potentiel du 15 Nissan en fonction de son contexte. Vous comprenez ou pas? C'est pas qu'une histoire collective, c'est une histoire qui a commencé de façon totalement individuelle, l'histoire des Matzot. Ça c'est incroyable. Et un peu comment toutes les choses sont imbriquées. L'histoire juive, c'est finalement le déroulement d'une sorte de liquide concentré comme de l'anthésite et qui va se diluer, mais vous retrouvez toujours la même structure, de façon plus déployée. Ça c'est ce qui se passe au niveau donc de ce soir du Seder, qui est donc en fin de compte le jour où tu peux, si tu te prépares bien, si tu analyses bien ce qui se passe, tu vas essayer de enlever au moins un verrou ou deux verrous dans ton existence. Est-ce que ça veut dire que toutes les histoires qui arrivent à 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, etc., en réalité, elles sont déjà existantes depuis la création? En potentiel, oui, exactement. En fait, le temps, il se déroule comme ça avec des potions.
C'est-à-dire que tout Si est je le lié capte- au démarrage et puis ça apparaît. Alors, Cette- si je sais le déclencher, c'est pas que ça apparaît, Ça fait que c'est un réflexe. c'est pas une c'est pas, si vous voulez, une révélation. C'est une, c'est à l'homme à décapsuler l'énergie. L'énergie est là depuis l'aube des temps. Potentiel. C'est-à-dire que le première année de l'existence, Hachem a déjà placé les jalons du 15 Nissan. Et hop, à travers les siècles, il y a des gens qui vont capter, ils vont comprendre, ah, il y a quelque chose, il y a un message à attraper. D'autres passent à côté. On peut passer, comme très souvent, complètement à côté du Pessah, nous. Et ressortir comme seul changement, 3 ou 4 kilos en plus. Ouais, en général, c'est ça qui se passe. Mais tu peux aussi sortir, il y a mieux que ça, tu peux aussi sortir avec un vrai défi dans ton rapport à ta liberté. Ça, donc, si vous voulez, c'est vraiment le point fondamental. Deuxième point que je voudrais vous dire. Ouais. Déjà les analyser. Et ensuite, alors, je vais vous donner plusieurs exemples. J'avais fait ce cours il y a quelques années, j'avais fait auprès d'un groupe de dames. Et une des filles qui a osé prendre la parole. Alors, c'est une fille qui était, on travaillait ensemble. Une fille plutôt très brillante, comme ça, qui a 15 ans. Elle a fait, je sais pas, bon, une fille très forte comme ça. Et qui venait d'une famille de gens très forts au niveau intellectuel avec de grosses personnalités. Et une fois que donc j'ai fait ce cours, cette notion de essayer de traduire dans son contexte, elle dit moi je vais vous dire le jour où je me suis senti libre. Elle m'a dit comme ça. Je dis quoi? Je dis en fait bon, dans ma famille, un peu comme ça, dans beaucoup de familles d'ailleurs, en fait très souvent les repas de famille, de Yom Tov, de Shabbat, tournaient toujours au drame. Façon de parler, ça veut dire toujours à la bagarre. C'est quoi la bagarre? C'est que bon, tous les enfants du monde ont des problèmes de place en général. Et plus les enfants sont intelligents et ont du charisme, plus ils vont essayer de trouver n'importe quel sujet, ouais, l'attaque de l'Ukraine ou n'importe quoi, qui va être un prétexte pour faire la lutte. Ouais. Donc c'est juste, ouais, c'est un prétexte. Donc, et bah, au Hachem, l'actualité est toujours très pleine. Donc n'importe quoi. Donc en fait, il y a un enfant qui lance ça. Ah non, je suis pas d'accord. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et là, ça permet en plus aux enfants de voir comment la réaction des parents. Et tu arrives à détecter les chouchous. Donc en fait, ça. Bref, c'est la cata, quoi. Donc bref, ça c'est. Alors elle dit, donc je me rappelle, j'étais au Seder comme ça, et avec, on avait chacun son assiette, le marron, et puis on a commencé le Maguil, et évidemment, une question de l'un, de l'autre, ah pourquoi tu dis ça, et pas que ça commence, ouais. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé ce soir-là de m'éclipser, sans faire de scandale, sans faire de... Je suis allé dans ma chambre et j'ai continué tout seul à Gada, et ce jour-là j'ai senti une liberté. Donc, elle a trouvé, elle a compris, que, alors attention, elle n'a pas fait ça avec arrogance. Ouais, c'est pas prends la nappe, ça va. Vous me cassez, ouais. C'était pas une crise d'ado, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, elle a compris en fait qu'il y a quelque chose qui est répétitif, qui est cyclique, qui est un emprisonnement permanent. Elle a dit ok, j'ai compris. Je vais trouver une façon, avec du tact, de sortir de ça. Et chacun peut trouver son angle. Mais il faut y réfléchir. Ouais. Il faut comprendre en fait, qu'il y a un potentiel possible. Ouais. Donc maintenant, je vous donne un deuxième élément important. Cette nuit s'appelle Leil HaSeder. Leil HaSeder, ça se traduit en français par la nuit de quoi? Seder, c'est quoi Seder? C'est l'ordre, exactement. Je prends juste le en même temps. L'ordre. Or, Adam Sophia pose une question très intéressante. C'est quand même bizarre d'appeler cette nuit de la nuit de l'ordre alors qu'on n'a jamais vu une nuit aussi balagane, désordonnée que la nuit du Seder. Et vas-y, que je fais les tilas sans bracha ou avec bracha, et j'enlève l'assiette, et je remets l'assiette, et je distribue des gozim, et non, non, pas accoudé, mais accoudé 45 degrés. Waouh, regardez un petit peu vos nappes. Regardez vos agadotes à la page... Barère, ouais. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Matzah, Maro, ouais. C'est un truc de fou, c'est la nuit la plus mouvementée qui existe. Alors, soit les chachamim ont le sens de l'humour et de l'ironie. C'est possible, ils l'ont d'ailleurs, ouais. D'ailleurs, le Ravish amène une extraordinaire preuve du sens de l'ironie et de l'humour du peuple juif. C'est au moment où on arrive devant la mer des joncs, qui ne souffrent pas, et il y a les Bnei Israël qui disent à Moshe, mais en fait, on se rend même pas compte que c'est vraiment drôle. Ah mais Bilti en Gvarim de Mitzraïm, quoi, il n'y avait pas suffisamment de tombes en Égypte pour que tu nous amènes ici. C'est hyper drôle, vous comprenez pas? C'est hyper, ils sont à 2 doigts de mourir, ouais. Et ils arrivent, ils disent, mais en fait, Hachem, tu nous as déplacés de là-bas, parce qu'en fait, le cimetière était fermé, c'est quoi l'idée? Mais c'est ça qu'ils disent. Et Rabbi Hirsch dit, de là est né de façon collective l'humour juif. C'est un humour incroyable.
Vous en restez même pas, ouais. Donc, soit alors les Chachamim, ils ont un sens de l'humour extrêmement développé, c'est tout à fait jouable, soit il y a quelque chose qui est un message beaucoup plus puissant. Alors, le Chazal Sofer va dire un truc incroyable, il va dire que on appelle cette nuit la nuit du Seder, qui est tellement désorganisée, tout simplement parce que durant cette nuit, pour te faire prendre conscience, t'inculquer de façon très forte que l'histoire du peuple juif répond à aucune espèce de rationalité. Il est impossible de pouvoir prévoir l'existence jusqu'à aujourd'hui du peuple juif. On échappe à tout schéma historique, on échappe à tout schéma statistique, on échappe à tout. Le peuple juif finalement palpite en fonction de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, point barre. Et il n'y a absolument aucune statistique qui permettra au peuple juif de justifier son existence. Alors ce que je dis, on va le dire encore mieux, dans la bouche de deux goïms, ouais, qui observent le peuple juif. Et ils disent, donc le premier il s'appelle Mark Twain, un article qui s'appelle Concerning the Jews. Il dit la chose suivante, il faut l'entendre ça. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses et les Perses se levèrent, emplirent la planète de bruit et de splendeur, puis s'évanouirent et s'éteignirent. Les Grecs et les Romains suivirent, firent un bruit considérable, et ils ne sont plus. Le Juif les a tous vus, les a tous vaincus, et reste ce qu'il a toujours été, ne présentant aucune décadence, aucune infirmité due à l'âge, aucun affaiblissement de ses rôles, aucun ralentissement de sa vigueur, ni engourdissement de son esprit vigilant et dynamique. Toute chose est mortelle, sauf le juif. Quel est le secret de son immortalité? Question posée, ouverte, de Mark Twain. Ça, c'est donc la première citation. La deuxième, j'ai même poussé le bouchon, et cette deuxième, elle pourra même amener une réponse à la question d'où vient le secret de son immortalité. C'est dans la bouche de Jean-Paul II. Allocution au sujet des relations avec les Juifs, 6 mars 1982. Okay. Donc, vous rappelez que Jean-Paul II, il a essayé d'œuvrer par rapport à un problème très aigu de l'Église, qui a été complètement bluffé par la création de l'État d'Israël, et qui, cette création en l'occurrence, vient complètement battre à plate couture toute la thèse chrétienne, qui consiste à dire, comme les Juifs n'ont pas accepté Jésus, donc ils vont se retrouver toute leur vie errants. Sauf que manque de peau, 2000 ans après Jésus, il y a un État d'Israël qui se crée, et avec une aura incroyable, avec des yeshivot et avec des Startup Nation, ouais. Donc ça, quelque part, ça remet complètement en question toute la thèse de la punition du peuple juif qui est condamné à être des Juifs errants. Et donc, lui, il a été un petit peu obligé. Alors, ils ont mis beaucoup de temps à reconnaître l'État d'Israël, c'est extrêmement complexe pour eux, parce que ça vient à rebours totalement de leur idéologie. Alors, il dit la chose suivante. La permanence d'Israël est un fait historique, et un signe qui doit être interprété comme le dessein de Dieu. Il reste un peuple élu, l'olivier pur sur lequel ont été greffées les branches de l'olivier sauvage que sont les goïms. Nous devons nous rappeler comment la permanence d'Israël est accompagnée d'une fécondité spirituelle continue à la période rabbinique, c'est-à-dire les maîtres de la Mishnah et de la Gemara, 2e, 3e, 4e siècle, au Moyen-Âge, de 1000 à 1500, et dans les temps modernes. Je n'ai pas de réponse que finalement ce qui a permis cette existence du peuple juif et sa persistance, cette fécondité au niveau spirituel. Notre rapport au Mitzvot, notre rapport à l'étude de la Torah. Je vous rappelle toujours ce élément extrêmement important qui est amené par un historien, un rabbin du nom de Avraham Eshel, un petit truc qu'Alav Shalom m'avait conseillé quand j'étais en classe de première, de lire ce livre, Les bâtisseurs du temps. Et là-bas, il démontre en tant qu'historien que ça n'existait pas en Europe centrale, dans le monde ashkénaze, une ville, un village où un médecin, un maçon, un ébéniste, un plombier, peu importe, quel que soit le métier qu'un juif avait, lorsqu'il rentrait à la maison, il ne passait pas avant ça 1 heure à 2 heures au Beth Midrash pour étudier le Talmud. On est au XVIIe siècle, 1600. Ouais. À cette époque, vous aviez 99% du monde entier qui était analphabète. Et à cette époque-là, n'importe quel juif, je ne parle pas des Dayanim, je parle du commun des mortels, était capable de pouvoir naviguer dans n'importe quel Gemara. N'oubliez pas qu'en France, l'école obligatoire c'est Jules Ferry,
1881. Il faut attendre le début du XXe siècle pour commencer à envisager l'accès à l'alphabet. Vous imaginez le gap au niveau culturel. C'était aussi pour la femme, en fait. Parce qu'il y a l'écriture en Italie, Oui. que les femmes qui n'étaient pas dans le ghetto, parce que c'est l'Italie avec le ghetto et avec les juifs, ils ont écrit que quelle chance les femmes juives, parce qu'eux, ils pouvaient écrire et lire. Ah, ils avaient accès aussi, même les femmes. Magnifique. Donc, Ouais, il y a ça, plein de pioutines qui étaient écrites dans cette époque. pas des par dames. femmes. Psh, incroyable. Donc, les femmes qui étaient incroyables. Ouais. Donc ça, si vous voulez, c'est ça le point central. Donc ça, si vous voulez, c'est pour répondre au CEDER. Troisième point que je vais voir avec vous, à part le sens du temps, le notion du CEDER. Troisième chose, on va lire un texte fondamental durant cette soirée qui s'appelle la Haggadah. Et Haggadah vient du verset qui dit Ve'idgata levincha bayoma, où tu devras raconter à tes enfants. Je vous ai amené ici 5 définitions du terme Haggadah pour comprendre ce que l'on fait le soir du CEDER. 5 définitions. La première, Haggadah vient du vocable guide qui veut dire. C'est quoi le guide Haggadah guide? Je sais pas. Le nerf. C'est le nerf, bravo. Le nerf est dans la pensée biblique, le nerf est un organe qui est dur. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu va donner la Torah, le texte dit Kotomar le Bet Yaakov et Taged l'Ibné Israël. Dans la Torah, il dit comme ça à Moshe Kotomar, comme ça tu diras au Bet Yaakov, à la maison de Jacob, et tu diras avec Taged au Béné Israël. Alors, il y a un problème d'ensemble ici. Bet Yaakov, c'est quoi? C'est la maison de Jacob, donc c'est les Juifs, c'est les Israéliens, enfin c'est les Hébreux. Donc tu diras aux Hébreux et tu diras aux enfants d'Israël, c'est la même chose. Réponse de Rachid, non. Bet Yaakov, c'est La femme. les femmes, monde féminin. Béné Israël, c'est les enfants d'Israël au sens masculin. Donc il y a une sorte de césure ici, une césure. Et c'est pas le même verbe qui est utilisé. Kotomar, les Bet Yaakov, tu diras. Rachid dit, c'est quoi Amira? C'est une parole qui est fluette, qui est douce. Et Rachid plus loin va dire, c'est le même contenu. C'est pas qu'elles ont eu moins de choses. Elles ont eu la même chose, mais la façon de s'adresser à elles est une façon plus douce. Et ça veut pas dire que Moshe a pris des pâquerettes pour leur parler. Pas du tout. C'est l'inverse. Vetaged les bénis Israël, et tu diras aux enfants d'Israël les Hagid en hébreu, dit Rashi, tu dois leur parler de façon péremptoire, avec la dureté d'un nerf, et en leur expliquant que il y a des mitzvot à faire, mais si vous ne les faites pas, aïe aïe aïe. Et il y a des punitions, et il y a des souffrances quand on ne fait pas les mitzvot. C'est-à-dire le dialogue pour présenter la Torah aux hommes est une façon brutale de les présenter, et pour les femmes est une façon douce de les présenter. Et l'explication de ce Rashi est la suivante, c'est qu'en fait, pourquoi on n'a pas besoin de mettre la dimension violente de la présentation chez les dames, non pas parce qu'il ne faut pas les brusquer, parce qu'en fait il n'y a pas besoin. La dimension punitive, coercitive, n'est dite que pour quelqu'un qui est plutôt réfractaire à. Un petit peu comme dans une fratrie, ouais. Vous avez des enfants qui sont hyper obéissants. Vous allez voir l'enfant, vous dites écoute, faudrait bien que tu fasses ta chambre. La demi-heure elle est faite. Prenez l'enfant qui est un petit peu récalcitrant, même beaucoup récalcitrant. Si tu lui dis pas regarde, je t'explique. Si dans la demi-heure la chambre n'est pas faite, tu peux rêver du voyage aux States. Ouais, des fois il faut mettre des gros trucs, ouais. Tu peux rêver, il n'y aura pas, ouais. Ouais. Ça c'est le. Faut pas spoiler la fin. Faut leur faire croire que il y a des jeunes ici. Que ça marche, faut leur faire croire que ça marche. Ouais, donc même avec le truc ça marche pas, ils vont quand même au steak, mais c'est pas grave. Ouais. Ça veut dire qu'en fonction de l'enfant que tu as en face de toi, tu es obligé de sortir la batterie 2. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que l'être féminin est naturellement plus proche de la spiritualité. Et comme c'est quelque chose de plus facile pour lui, donc il n'y a pas besoin d'utiliser des armes. L'être masculin est né avec un handicap au monde spirituel qu'on est obligé de lui donner un rite, de lui donner des rendez-vous, ainsi de suite. Ça c'est le point. Donc, Haggadah, c'est la racine qui veut dire une parole percutante. Il y a des choses percutantes qui vont germer ce soir du Seder.
Et il faut se laisser pénétrer par ce Seder. Il y a des moments où on va avoir une sorte de réflexion qui est chamboulante. Réflexion de l'un, de l'autre, peu importe. Il y a quelque chose qui doit créer chez nous un chamboulement. Ça, c'est le premier sens de Haggadah, le message dur, brutal, violent. Haggadah veut aussi dire, et c'est intéressant, en hébreu, Haggadah, c'est les contes, un petit peu comme contes et légendes. Quel rapport? Le point suivant, c'est qu'en fait, il y a dans le Talmud deux parties qui sont enchevêtrées. Il y a des parties halachiques et des parties agadiques. Les parties halachiques, c'est très simple, c'est comprendre la loi. Comment je fais monter Shabbat, comment je mets mes téphilines, comment on écrit un Sefer Torah, c'est des notions halachiques. Voilà. La Haggadah, ça a l'air complètement farfelu. C'est des histoires abracadabra, de personnages, on ne sait pas s'ils ont existé ou pas. Mais je sais pas, moi, je prends un Rabbi Eliezer ben Dourdaya, ouais, donc la Gemara parle d'un bonhomme. Alors c'était un bonhomme dont dit le texte du Talmud qui n'a pas laissé une seule prostituée dans le monde. Je sais pas comment c'est possible, quoi. Même à l'époque, c'est bizarre, ouais. Bon, donc, apparemment ça a l'air plutôt d'une parabole que d'un personnage effectif. Ouais. Et donc il y a des fois clairement des choses qui sont clairement du domaine du rêve. D'un éléphant, un truc, ouais, bon. Le golem, c'est une Haggadah. Le golem, non, c'est un personnage qui est maral, c'est du sûr, ça. Ah. Ouais, c'est du sûr parce qu'en fait, il y a même une question, une responsable de Chacham Tzvi, d'un maître du XVIIe siècle, qui pose la question est-ce qu'un golem peut faire partie du minyan? Il dit un golem comme il y en avait chez mon grand-père, c'est le petit-fils du maral de Prague. Ouais. Est-ce que lui pourrait faire partie? Donc il y a une vraie question à l'Afrique, est-ce qu'un golem peut... D'ailleurs, c'est très intéressant par rapport à l'intelligence artificielle. Non, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des incidences assez incroyables. Qu'est-ce qu'un homme en fait finalement, ouais. Donc est-ce qu'il peut ou pas? Je ne me rappelle plus la réponse, mais voilà. Donc, ça mais peut être, hein, ça comment... peut être une question parce que dans le futur, ouais. Est-ce que tu peux avoir un AI comme Rabat? Ouais, je sais. Pendant le Shabbat. Voilà, donc voilà, ça va être... c'est très intéressant ce Ramsvi. Donc, golem a existé, mais je vous dis des histoires complètement abracadabra. Et c'est quoi l'idée de ces paraboles, de ces allégories? C'est quoi l'idée? L'idée est très simple. Quand je veux faire un reproche à quelqu'un, je veux dire quelque chose de dur à quelqu'un, pas forcément un reproche, mais une parole dure, alors, j'ai deux façons. Soit je parle de façon dure, et la personne peut rapidement se vexer et dire, bon écoute, je te dois rien, casse-toi d'ici. Donc si je veux vraiment l'atteindre, alors je passe par une parabole. C'est quoi la parabole? C'est, tu sais quoi, il y avait un roi, avec une reine et un serviteur. Et le serviteur était censé, sur l'ordre du roi, comme toujours, préparer quelque chose pour la reine. Et malheureusement, il n'a pas préparé. À cause de ça, la reine a eu tel et tel problème. C'est terrible hein, de ne pas pouvoir compter sur un serviteur fidèle. La personne va se dire, ouais, c'est vrai, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Et tu crois pas qu'en fait, toi, tu as un peu joué le rôle du serviteur? Une fois que la personne, je l'ai amenée dans un terrain émotionnel de l'allégorie, alors je peux lui faire passer des choses. La Haggadah va fonctionner aussi comme ça, par des images, par des ressentis, et qui vont imprimer quelque chose en nous. Deuxième sens, donc Haggadah, guide, Haggadah, parabole. Haggadah Oda'a veut dire le remerciement à Hachem, parce que c'est un moment où on va remercier Akadosh Baruch Hu sur notre présent. Le début de la Haggadah, c'est le passé. On était esclaves en Égypte. On avait même Arami Ovadavi, un Lavan qui a voulu démolir Yaakov. On va avoir un présent qui s'appelle le Hallel. On aura ensuite une projection dans le futur. Ça, c'est donc le troisième volet, le remerciement d'Akadosh Baruch Hu. Quatrième volet, définition de la Haggadah, disent les maîtres de la Kabbalah, c'est Raza des Miltal, le secret des choses. Ce qu'on entend par secret, ça veut dire qu'il y a quelque chose, presque de la magie si vous voulez, un secret incroyable, qui fait que cette réunion que nous opérons chaque année génère quelque chose qui va créer un attachement dont on n'arrive même pas à comprendre d'où ça vient, d'où vient cet attachement. Quelque chose qui dépasse totalement la raison de l'attachement qui est créé par rapport à ce sort de Seder. Et dernière explication de Haggadah, que je vis cette année dans la Haggadah de Rav Zaks, il dit que Haggadah vient de la racine en araméen Nun Gimel Dalet Neged, qui veut dire et mechaber, ça veut dire lier les choses. La Haggadah est un moment de liaison transgénérationnelle. Il y a les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Il y a un passé, un présent, un futur. C'est un moment de liant. Ça, c'est la Haggadah. La Haggadah permet de créer un lien avec
notre famille avec notre histoire. Ça, c'est un petit peu une des vertus fondamentales de la Haggadah. Donc voilà un petit peu ce qu'on a vu pour aujourd'hui. Je m'arrête là. On a vu le rapport au temps qui est fondamental pour n'importe quelle fête, encore plus pour la fête de la libération. Deuxième chose, le concept du Seder. Et que en fait, la vie d'un juif doit palpiter en fonction de son rapport au mitzvot et à l'étude. Et ça qui a sauvé tout le Israël à travers les temps. Et dernière chose, Haggadah. Ce qu'on va faire, donc on fera la semaine prochaine des commentaires rapides sur quelques parties de l'Haggadah pour essayer d'être sur les starting blocks. Je vous remercie.